Depuis que Triple H a pris le contrôle créatif total de la WWE, il a pris l'habitude d'organiser des shows avec maximum 5 matchs sur la carte. Cette décision, elle fait beaucoup parler parce que là où certains voient une formule qualité plus que quantité, d'autres reprochent à l'entreprise de meubler ses shows avec de nombreuses pubs et clips vidéo, et les pay-per-view mineurs de l'ère Triple H ont beaucoup été critiqués. Et justement, avec seulement 5 matchs sur la carte de Bash in Berlin, dont 3 matchs majeurs et 2 à mes yeux un petit peu moins importants, la WWE prenait pour moi un certain risque. Si la carte de Backlash n'était pas non plus excellente sur le papier, le public français a clairement relevé le niveau, et il est donc temps de savoir si Berlin a été à la hauteur, et si avec cette carte un petit peu étrange à mes yeux, la WWE a quand même réussi à faire un très bon show, ou si Bash in Berlin 2024 était plutôt décevant. Pour ouvrir la soirée, l'entreprise a choisi le match pour le titre de la WWE entre Kevin Owens et Cody Rhodes, et je dois être honnête, ce choix m'a vraiment surpris. Alors, c'est sûr que c'est logique dans le sens où il y avait en fait 2 gros matchs de championnat, dont un dans lequel Gunther défendait sa ceinture, donc autant les séparer et ouvrir avec quelque chose de grand. Mais bon, le fait que ce match ouvre la soirée, je dois reconnaître que ça a quand même très vite calmé les théories d'un segment majeur. Parce que oui, là on était sur une rivalité assez spéciale. À la base, quand ce match a été annoncé, personnellement j'étais absolument pas convaincu. J'étais sûr qu'on allait encore avoir affaire à une rivalité dans laquelle Cody respecte son adversaire et dans laquelle il finit par le battre pour passer à autre chose, mais depuis une semaine environ, cette histoire est devenue bien plus intéressante. En fait, petit à petit, Cody Rhodes a commencé à douter de la loyauté de Kevin Owens. Si initialement il voulait le récompenser pour avoir lutté contre la Bloodline depuis le début et qu'il était sûr que le match serait basé sur le respect et l'amitié, les propos de Grayson Waller qui a montré des images de Owens trahissant ses amis et le comportement de son adversaire du soir ont commencé rapidement à faire douter le champion. Et pourtant, dans les faits, Owens n'a absolument jamais montré une volonté de trahir Cody. C'est justement le champion qui est devenu parano semaine après semaine, et cette dynamique, personnellement, elle me régale. D'autant qu'elle a été encore renforcée au SmackDown dernier, avec Kevin Owens qui a mentionné une potentielle blessure au genou du champion, qui aurait pu avoir une grande importance ce soir. En fait, cette crainte de Cody de voir Owens le trahir et de repasser sur son ancien personnage heel qui explose tout le monde, ça offrait beaucoup de possibilités pour moi, parce que d'un côté, il pouvait effectivement lui tourner le dos et l'attaquer, mais d'un autre, il pouvait juste en avoir marre que son ami et adversaire du soir ne lui fasse pas confiance, et ça, c'était super intéressant. Mais bon, comme je l'ai dit, en voyant que c'était finalement le match d'ouverture, je croyais beaucoup moins en la possibilité d'un turn quelconque. Par contre, ça veut pas dire que c'était pas bien, hein, même bien au contraire d'ailleurs, parce que j'ai personnellement adoré ce match. En fait, il y a plusieurs aspects que j'ai aimés. Et le premier, il concerne même pas le match en soi, puisque c'est juste les expressions faciales. Dès son entrée, Kevin Owens a l'air plus concentré que jamais et on sent qu'il est vraiment déterminé à remporter un titre majeur pour la première fois depuis 2017. Et avec en plus un public chaud bouillant dès le début du show, on sentait vraiment qu'on allait avoir quelque chose de cool. Face à lui, Cody est resté dans ses classiques au début, mais vous allez voir qu'au fil du match, son attitude va également changer. Après les chants Auf die Fresse du public qui veulent en gros dire dans ta gueule, les deux hommes sont enfin partis à la lutte et c'est sur un rythme plutôt lent que le combat a commencé. Rapidement, on a vu que les deux se connaissaient parfaitement puisque Owens a facilement contré le Cody Cutter du champion et le visage de celui-ci à ce moment-là nous montre vraiment que dès le début, il a commencé à douter. Il sait que face à lui, il a un catcheur puissant et déterminé à lui prendre sa ceinture, et s'il lui a offert cette opportunité en guise de remerciement, il réalise à peine qu'il a peut-être commis une erreur. Du coup, c'est vraiment Owens qui a le dessus au début du match alors que le public est partagé entre les deux adversaires, et finalement on a un enchaînement de contres de finishers très cool qui mène à un face-à-face intense qui là encore m'a régalé. Finalement, Cody arrive quand même à se relancer un petit peu et le match passe finalement dans une construction classique avec des soumissions, des enchaînements basiques et un travail sympa de Cody sur son challenger. Et les échanges mènent finalement Kevin Owens à revenir pour continuer sur un affrontement cool mais très basique comme je l'ai dit. Et pour moi, c'est plutôt la deuxième partie du match qui a rendu cet affrontement très spécial. Parce qu'au final, après de longues minutes d'affrontement, les deux commencent à fatiguer et Cody qui a réussi à coucher Owens avec son disaster kick veut enchaîner avec son Cody Cutter. Mais encore une fois, Owens le contre et l'écrase avec une German suplex pour entrer dans la seconde partie du combat. Owens tente d'enchaîner avec une pop-up powerbomb, mais Cody en profite et surprend son adversaire avec un Cody Cutter qui ne lui donne pas la victoire. Les deux échangent des coups sous les cris de la foule et Owens revient dans le match en régalant avec un Rolling Senton du haut des cordes, mais il se fait finalement surprendre par un Crossroads qui obtient là encore un simple compte de 2. À ce moment-là, Berlin est juste en feu et c'est toujours pas fini puisque Owens place un incroyable Brainbuster du haut des cordes comme à Backlash, qui encore une fois ne suffit toujours pas. Les deux déroulent et s'enchaînent dans le ring avec un moment trop cool, mais là où le tournant du match arrive pour moi, c'est quand Cody tente son super Cody Cutter. Arrivé sur la troisième corde, son genou lâche dans un moment très bien réalisé je trouve, parce que sur le coup j'ai vraiment cru qu'il y avait juste eu un raté, et on voit tout de suite sur le visage de Kevin Owens que tout a changé. Il se rappelle de toute sa carrière et de celui qu'il était avant.
celui qui n'en avait rien à faire de ses adversaires et qui était prêt à les blesser pour remporter le match. Mais alors qu'il s'apprête justement à reprendre ce personnage pour s'acharner sur la jambe de Cody, il s'arrête tout d'un coup. Et là, cette fin de match, pour moi, elle montre à quel point Kevin Owens est un catcheur incroyable. Son acting dans ce moment est juste parfait, on sent qu'il ne veut pas trahir un catcheur avec qui il a une réelle histoire, mais en même temps, il sait que c'est presque sa seule solution. Il demande à l'arbitre de vérifier le genou de Cody et finalement les deux partent à l'extérieur avec le champion qui dit à son rival que son genou va bien, ce qui pousse le challenger à enfin s'attaquer à son point faible. Et là j'ai adoré. Owens pète un plomb, il saisit Cody et s'apprête à l'éclater avec sa powerbomb sur le tablier du ring, celle qu'il a utilisée à tant de reprises pour trahir ses amis, mais au dernier moment encore une fois, il décide de s'abstenir. Il remet Cody dans le ring et il passe très proche de se faire surprendre par un roll-up, mais il enchaîne avec un immense stunner qui encore une fois n'obtient qu'un compte de 2. Franchement, là j'y ai cru mais à 100% et j'imagine même pas ceux qui étaient sur place. Owens veut enchaîner après ça et il tente d'en finir avec sa pop-up powerbomb, mais là encore Cody revient et le couche avec 2 crossroads. Le champion en prépare un troisième, mais de nulle part, Owens revient et il surprend son adversaire avec un nouveau stunner. Et là pour moi, c'était sûr que Cody n'allait pas réussir à se dégager. L'arbitre commence son compte, mais à la dernière seconde, le champion lève l'épaule. Non, vraiment, cette deuxième partie de match, elle est juste folle. KO n'en peut plus, il est à bout de force et il veut enchaîner avec une swanton, mais Cody lève les genoux et enfin, il couche son adversaire avec un dernier crossroads pour conserver son titre. Et ce soir, Kevin Owens l'a bien compris. En refusant de céder à ses pulsions, il s'est peut-être coûté son propre match et n'a donc pas pu remporter un nouveau titre mondial. Et pour moi, c'est absolument parfait. Cette rivalité doit impérativement continuer, il n'y a absolument aucune raison qu'avec autant d'intensité et d'importance tout ça s'arrête là, et en plus le fait de voir un Owens dépité après le combat être consolé par Cody Rhodes, ça m'a encore plus donné envie de voir la suite. Parce que soyons honnêtes, être consolé par un mec qui vient de te battre, il y a peut-être pas pire. Il y a un côté presque condescendant de la part de Cody, en mode tu m'as pas battu parce que je suis trop fort, mais bravo tu t'es bien battu. Et ça forcément ça doit obligatoirement jouer sur le personnage de Kevin Owens qui est construit de manière très logique depuis des années. Du coup, j'espère que la rivalité Owens-Cody va continuer et que Solo va s'occuper des histoires de la Bloodline avec Roman Reigns, ou en tout cas que d'une manière ou d'une autre, cette dynamique que j'aime beaucoup va trouver un moyen de continuer. Mais bon, avec ce très bon opener, il était temps d'enchaîner, et en l'occurrence, il faut passer à un des matchs que j'attendais le moins. La division par équipe féminine, on en a déjà beaucoup parlé, et malheureusement pas en bien la plupart du temps. Et ce combat, pour moi, c'était vraiment celui qui donnait à ce show la même structure que la carte de Backlash. Alors, je le répète, la carte de Backlash, elle n'était pas catastrophique, mais ce qui a donné à ce show ce côté si particulier, c'était vraiment le public. Et en vrai, à Backlash, on était quand même un peu content parce qu'on se doutait que Belair et Cargill allaient remporter les ceintures, sauf que là, ça avait pas la même saveur. Après, en soi, la revanche, elle reste logique, hein. Fire et Dawn, elles ont gagné les titres dans un match à 3 équipes, et Belair et Cargill n'ont pas été couvertes pour perdre leur ceinture. Mais je sais pas, je pense vraiment qu'il ferait mieux de lancer une rivalité entre Belair et Cargill au plus vite et de laisser des groupes comme Damage Control ou Pure Fusion Collective combattre pour les ceintures tag team. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas du tout la direction qu'ils ont pris. Déjà, à partir de là, le public était un petit peu moins dans le show, je trouve, ou en tout cas pour ce match, et surtout, le résultat, il m'a vraiment surpris. Parce que oui, on va passer très vite dessus, je l'ai dit, la division tag team féminine, elle est très mal gérée pour moi, et donc on a eu le droit à une construction extrêmement classique. Même si au début on a une petite bagarre générale sympa, très vite chacun revient dans son coin et le match peut donc commencer de manière très habituelle. Belair et Cargill ont une petite période de domination au début, mais la tendance s'inverse rapidement avec des attaques à l'extérieur pour permettre aux championnes de garder le contrôle sur Belair. Comme dans tous les matchs des Challengers, l'ancienne championne de la WWE se fait régler son compte pendant de longues minutes et elle n'arrive jamais à faire le changement grâce aux bonnes combinaisons de Dawn et Fire. Et même si dans le combat rien n'était horrible ni raté, c'était très classique et peut-être même un peu trop classique. Belair arrive quand même à avoir quelques retours, mais à chaque fois les championnes la gardent au sol et dans leur coin, et finalement, après de longues minutes de souffrance et de teasing, la IST arrive à contrer Dawn pour ramper jusqu'à Cargill et faire le changement pour lui permettre de dérouler. En quelques secondes, la tendance s'inverse, Cargill enchaîne facilement sur les championnes, elle passe proche de remporter le match et elle finit par faire le changement avec Belair pour sortir une nouvelle prise à 2 qui écrase Fire au sol mais qui ne leur donne pas la victoire. Oui, en fait, à ce moment-là, j'imagine que Dawn devait briser le tombé, mais elle arrive beaucoup trop tard, donc Alba Fire est contrainte de se dégager, ce qui est un petit peu dommage, mais de toute façon, c'est pas très important puisque la fin du match n'est plus bien loin. Après ça, les championnes tentent d'en finir, mais Cargill sauve Belair d'une Swanton Bomb et Fire s'écrase sur les genoux de sa partenaire pour être sortie du match, et de retour dans le ring, Cargill et Belair placent leur prise de finition sur Isla Dawn avant de lui river les épaules, pour remporter les titres par équipe, une fois encore. Et là du coup, j'avoue que je sais pas trop à quoi tout ça a servi. C'est presque triste à dire, mais les titres par équipe féminin, ils ressemblent plus à des accessoires qu'à autre chose. Où sont les grosses rivalités? Où sont les histoires intéressantes qui peuvent même se mélanger à des histoires en solo?
En tout cas, je peux vous dire que ce soir, elles étaient pas là. Et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des trucs à faire, ça fait aucun doute. Mais là, on a juste une victoire certes logique de Belair et Cargill, puisqu'elles avaient perdu dans un match à 3 par équipe, mais pas pour autant intéressante pour les histoires de la division tag team. Du coup, même si le match n'était pas horrible, son importance reste pour moi extrêmement mineure, et donc on peut enchaîner avec la suite. Et justement, enchaînons avec cette fois-ci quelque chose de très cool, le match entre CM Punk et Drew McIntyre. Alors, l'histoire vous la connaissez sûrement, je l'ai résumée dans la vidéo de SummerSlam, les deux se vouent une haine mutuelle depuis des mois, avec Punk qui a coûté des matchs à Drew, et ce dernier a réussi à conjurer le sort en battant son rival lors de SummerSlam, notamment grâce à la présence de Rollins en arbitre spécial. Mais puisque cette victoire n'a pas arrêté Drew dans son obsession, CM Punk a décidé de le défier dans un match très spécial, le strap match. Bon, sur le papier, ce match il est très simple, les deux catcheurs ou catcheuses sont attachés par un strap en cuir et ils doivent combattre avec cette contrainte. Sauf qu'en fait, il y a deux variantes de ce combat. Une première dans laquelle on peut gagner par tombée ou soumission, celle que personnellement j'aime le moins, et une seconde qui à mes yeux laisse place à plus de suspense et qui est plus originale, dans laquelle il faut toucher les 4 coins du ring de manière consécutive pour gagner le combat. Cette stipulation très spéciale, on l'avait notamment vue dans un match entre Punk et Umaga en 2009, mais aussi avec le combat entre Shad Gaspard et JTG que j'avais beaucoup aimé, notamment grâce à cette fin très originale, qui avait permis à JTG de voler la victoire dans un moment très sympa. Du coup, avec tout ça, j'étais extrêmement curieux de voir comment ce combat allait se dérouler, et même si j'avoue que le résultat me paraissait très évident, parce que je me doutais bien que Punk le gagnerait pour organiser une 3ème revanche à Bad Blood, j'avais quand même extrêmement hâte de voir comment ils allaient s'y prendre pour nous raconter tout ça. Et pour le coup, je trouve qu'ils s'y sont plutôt bien pris. En fait, pour moi, ce qui manquait à leur combat de SummerSlam, on a pu le retrouver à Berlin. D'entrée de jeu, Drew a attaqué CM Punk avant même le début du combat, en le détruisant à l'extérieur pour directement prendre l'avantage, et une fois le match officiellement lancé, le psychopathe écossais a immédiatement profité de la stipulation en ramenant Punk à l'intérieur du ring grâce au strap, avant de le fouetter à de nombreuses reprises. McIntyre après ça, il prend son temps, il touche un premier coin mais revient à la charge, et justement il est surpris de nulle part par un GTS de CM Punk qui couche Drew au sol pour redonner l'avantage au catcheur straight edge. Après ça, Punk a totalement l'occasion de gagner le combat vu que Drew est complètement KO, mais il décide de ne toucher aucun coin et préfère prendre sa revanche sur son rival. Et c'est ça que j'ai personnellement beaucoup aimé. Oui, gagner le match, c'est plutôt basique comme principe, on doit juste toucher les 4 coins du ring, mais cette histoire, elle va au-delà d'une simple victoire. Du coup, Punk déroule à coups de strap, il domine McIntyre et veut récupérer un objet, mais Drew revient et il essaye de le clouer sur la table des commentateurs avec un DDT, ce que malheureusement il n'arrive pas à faire puisque son adversaire revient dans le combat. Les coups de strap vont alors régaler le public et Punk sort enfin une table, mais Drew revient encore et reprend le contrôle avec des coups de chaise pour une fois de plus profiter de la stipulation. De retour dans le ring, le catcheur straight edge se fait malmener et se retrouve avec le crâne ouvert pour nous offrir du sang dans cette violente histoire, ce qui est logique et très sympa. Et Drew lui prend son temps en allant placer une chaise dans le coin, ce qui va très vite lui retomber dessus. Et oui, parce qu'après ça, Punk revient avec son bulldog, il déroule à l'extérieur et il arrive enfin à placer la table avant de remonter dans le ring, mais immédiatement, Drew McIntyre se reprend et le couche avec son Claymore Kick. Cette fois-ci, McIntyre, il en a marre, il veut juste mettre un terme à ce combat, il veut plus s'amuser ni faire souffrir CM Punk, et donc il se met à toucher 3 coins du ring pour se rapprocher de la victoire. Seulement, CM Punk l'a vu venir. Il sort du ring et tire Drew qui vient s'écraser dans la chaise qu'il avait placée dans le coin, et là encore, la violence peut augmenter. Punk tente à son tour de remporter le match, et lui aussi il va réussir à toucher 3 coins du ring, mais Drew McIntyre revient encore et se fait finalement cueillir par le coup de genou de CM Punk. Ce dernier veut enchaîner avec son classique bulldog, mais Drew le bloque et profite de la position pour l'écraser sur la table à l'extérieur, ce qui lui donne à nouveau l'avantage, et nous mène à un moment que j'ai juste adoré. En fait, à ce moment-là du combat, CM Punk il a certes très mal, parce qu'il s'est fait écraser à travers la table, mais il n'est pas KO. Du coup, Drew le porte sur ses épaules et commence à vouloir toucher les 4 coins du ring, ce qu'il commence à faire, mais à chaque fois qu'il touche un coin, Punk qui est dans son dos fait de même, et les deux hommes se retrouvent donc rapidement à 3 coins partout. Ce segment, c'est celui dont j'ai parlé avec JTG et Shad Gaspard à l'époque, et s'il est hyper cool et bien pensé, il va pas mener ce soir à la fin du match, puisqu'au moment de toucher le 4e coin, les deux hommes donnent tout ce qu'ils ont, mais n'arrivent pas à se départager. Le compteur est alors remis à 0 par l'arbitre, et les deux rivaux échangent des coups sous de bonnes réactions du public avant de se retrouver tous les deux au sol après un double coup de pied. Bon, là on a pour moi quand même le seul moment pas terrible de ce match, parce que Punk place un sharpshooter sur Drew et celui-ci perd connaissance après avoir abandonné, ce qui est très significatif, mais malheureusement, comme le sharpshooter est pas très bien placé, ça m'a un peu déçu. Mais bon, en fait tout ça, ça permet d'amener à la fin du combat, puisque Punk va toucher 2 coins mais se fait encore arrêter par Drew qui le touche avec un neckbreaker, avant de sortir le fameux bracelet et de préparer son Claymore Kick. McIntyre réussit bien à toucher la cible et Drew a alors tout son temps pour aller toucher les 4 coins du ring, mais au dernier moment, CM Punk se relève une fois de plus, il empêche Drew McIntyre de gagner et finit par le coucher avec un GTS. Et donc à ce moment-là, CM Punk a le choix.
Soit il peut se concentrer sur les coins du ring, soit il peut retomber dans ses travers de SummerSlam et tenter de récupérer le bracelet. Mais ce soir, il fait le bon choix. Il couche McIntyre avec un second GTS d'affilée et un troisième dans le combat. Il touche le premier coin puis le second, il place un GTS de plus pour s'assurer que McIntyre soit bien hors du combat. Il enchaîne en touchant le troisième coin. Et enfin, alors qu'il est à 2 doigts de gagner le match, il envoie un quatrième et dernier GTS avant de récupérer son bracelet pour toucher le quatrième et dernier coin du ring, et ainsi remporter le combat. Franchement, moi, là, j'ai juste vu tout ce que je voulais voir dans cette histoire. On a eu de la violence, sans pour autant qu'il y ait trop de risques de blessures, parce que le strap, c'est certes impressionnant et douloureux, mais pas à proprement dit dangereux. On a eu la symbolique du bracelet, mais uniquement à la fin, ce qui est vraiment cool. Et CM Punk ressort vainqueur de manière logique, pour certainement offrir une dernière revanche lors de Bad Blood. Avec tout ça, on finit par avoir passé la moitié de la carte et il nous reste alors plus que 2 combats, à commencer par celui entre les Terror Twins et le Judgment Day. Bon, ce combat, je dois l'avouer, c'était pas celui que j'attendais le plus. En fait, malgré tout le bien que j'ai pu dire de la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest qui a démarré à SummerSlam et tous les côtés positifs que je trouve à l'histoire entre Liv et Rhea, bah je trouve que ce match fait beaucoup trop office de bouche-trou. En gros, on sait que d'un côté, la rivalité entre Liv et Rhea va continuer, puisque l'ancienne associée de Dominic va certainement vouloir récupérer son titre, et d'un autre, on sait que Finn Balor contre Damien Priest aura très certainement lieu à Bad Blood, mais du coup, bah on attend plutôt ça que ce combat par équipe. Enfin, en tout cas, tout ça c'était mon avis avant que le match commence. Je savais que l'histoire allait progresser un petit peu, et sûrement que Ripley et Priest allaient finir frustrés, que ce soit avec une défaite ou une disqualification, et donc j'étais pas plus intéressé que ça. Mais pourtant, bah j'ai quand même adoré. Bon, déjà le flow de Rhea et Priest il est juste incroyable, même si j'ai été un peu déçu de voir que Damien Priest n'a pas imité Rhea pendant son entrée, mais par contre j'ai été assez surpris du combat. C'est Priest et Dominic qui ont commencé le combat, et évidemment Dom s'est retrouvé en immense difficulté pour montrer qu'il est à des années-lumière de son adversaire, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à se libérer pour faire le changement avec Liv Morgan. Comme ce match est un tag team mixte, un changement d'un côté implique nécessairement un changement de l'autre, et donc Rhea entre dans le ring avec le sourire pour se confronter à celle qui lui a tout pris. L'ancienne championne peut alors dérouler sous l'ovation des fans et elle en profite pour troll Dominic qui l'a aussi trahi, mais l'échange ne dure pas bien longtemps puisqu'un nouveau changement est fait pour laisser Priest dérouler dans le combat. Cette fois-ci, grâce à Liv, Dominic arrive quand même à revenir un petit peu et Damian se retrouve quelque temps en difficulté, mais il retrouve encore une fois Rhea Ripley pour redonner l'avantage à son équipe. En fait, j'ai trouvé le rythme du match hyper bien géré. Et en plus, on a eu le moment qu'on attendait tous avec Rhea qui déroule sur Dom et le coince dans le coin avec ses jambes dans une immense ovation pour rappeler leurs premières interactions. Bon, malheureusement, Liv elle vient quand même sauver Dominic à plusieurs reprises et elle reprend le dessus sur Mami, mais le retour de Priest redonne l'avantage aux jumeaux de la terreur et il place alors un Razor's Edge à leurs 2 adversaires. Et là, on arrive au moment qui change absolument tout dans ce combat. Le Judgment Day débarque aux abords du ring avec d'abord JD et Carlito qui se font régler leur compte, mais leur arrivée réussit à distraire l'arbitre et elle permet à Finn Balor de débarquer pour coucher Priest et l'offrir en pâture à Dominic qui l'écrase avec son 619. Pour moi, là, c'était évidemment terminé et cette fin amènerait logiquement à un match entre Balor et Priest, et pourtant, l'ancien champion du monde va choquer tout le monde en levant l'épaule. Et là, on arrive donc sur la vraie fin du match. Liv déroule sur Rhea à l'extérieur et elle frôle la mort, elle tente un Oblivion qui est contré, mais Rhea se fait encore interrompre par JD McDonough, et à l'extérieur du ring, Damien Priest se débarrasse de Finn Balor et Dominic Mysterio en l'écrasant sur la table des commentateurs. Liv ne voit alors pas venir Rhea Ripley derrière elle et elle se fait écraser par un Riptide qui offre la victoire aux Terror Twins dans un très grand moment qui personnellement m'a fait extrêmement plaisir. Honnêtement, je voyais absolument pas Rhea et Priest gagner, mais le fait que Rhea couvre Liv pour remporter le match, ça permet totalement une revanche pour la ceinture, donc c'est très cool. Et pour un match dont j'attendais pas grand chose, franchement, j'ai juste adoré. Et vous allez voir que malheureusement, j'étais pas au bout de mes surprises. Parce que oui, avec tout ça, on arrive au main event, et là je sais d'avance que je vais pas faire l'unanimité, mais écoutez, tant pis. C'est donc l'heure d'arriver au combat entre Randy Orton et Gunther pour le titre poids lourd, et si cette histoire faisait partie de celle que j'aimais le plus, c'était pas tant pour le combat en soi. En fait, c'est bizarre à dire, mais oui, j'avais hâte du match parce qu'il est construit de manière très logique, avec Orton qui a perdu contre Gunther lors du King of the Ring sur un tombé controversé, puisque ses épaules n'étaient pas au sol. Et oui, j'imaginais bien que le combat serait sympa, mais moi ce qui m'intéressait surtout, c'était la suite. Parce que, en fait, j'avais aucun doute sur le fait que Orton n'allait pas repartir avec la ceinture. Mais avec le côté personnel lancé par Gunther dans cette rivalité, j'étais sûr que cette défaite allait relancer Orton dans quelque chose de grand. Oui, c'est un secret pour personne, j'attends avec impatience le craquage et le heel turn de Randy Orton pour partir en rivalité avec Cody, et pour moi, Gunther qui dit à Randy Orton qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être, c'était le truc parfait pour lui donner le déclic et le lancer dans un personnage excellent.
Du coup, vous l'aurez compris, j'avais hâte de ce match, mais pas tant pour ce qui allait se passer à l'intérieur, surtout pour sa fin et ses conséquences. Et malheureusement, j'ai quand même été un peu déçu. Oui, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, je fais pas partie de ceux qui se sont régalés avec ce main event. Mais bon, vous inquiétez pas, j'y ai quand même vu des points positifs et on va en parler. Déjà, l'entrée de Randy Orton, elle est juste incroyable, le public qui chante avec le plan de caméra juste excellent, y a rien à dire, ce mec c'est le roi de ce monde. Mais bon, déjà, celle de Gunther, malheureusement, je peux pas en dire autant. Bon oui, je sais que c'est con, mais je m'attendais vraiment à une bien plus grande ovation, et surtout à ce que le public chante sa musique. Je veux dire, ok, Gunther il est autrichien, pas allemand, mais je vous jure que vous nous ramenez Maryse en France avec sa musique d'entrée, vous avez 10 000 personnes qui chantent « Je me sens tout nu » ou je sais pas quoi là à l'unisson. Et là, malheureusement, le public chante pas vraiment, et j'avoue que j'ai été un peu déçu. Mais bon, le pire c'est que ma déception, elle s'est pas vraiment arrêtée là. En soi, le début du match, il est très cool, avec le public qui est bien dedans et les deux adversaires qui se cherchent et qui veulent prendre l'avantage avec des épreuves de force, mais qui n'arrivent pas à se départager jusqu'à ce que le champion prenne un petit peu l'avantage. Il faut attendre un passage à l'extérieur pour que le challenger revienne et la vipère commence à se concentrer sur le bras du ring général, ce qui va grandement compter dans ce combat. Orton continue sa destruction lente et méthodique à l'extérieur comme à son habitude et le champion se fait exploser son bras droit, ce qui l'empêche de revenir malgré une atémie dans le ring, et tout ça, je l'ai trouvé plutôt sympa. Du coup, jusque là, vous me direz, pourquoi il nous fait chier à dire qu'il est déçu alors qu'il arrête pas de dire qu'il a bien aimé, et vous auriez effectivement raison, mais attendez, c'est pas fini. Après ça, Orton continue sa domination sur le bras de Gunther et le champion n'arrive alors pas à revenir malgré de nombreuses tentatives, et il finit coincé dans plusieurs prises de soumission, toujours dans un rythme plutôt lent. La vipère a donc le contrôle complet et total sur le match, surtout grâce à cette destruction permanente du bras de son adversaire, et chaque retour du ring général est très vite stoppé par Orton, qui a le match en main depuis un bon moment. Il envoie une superplex pour continuer d'affaiblir le champion et prend un moment pour se relever aussi. Il garde un style vraiment bagarreur dans le sens où on n'a pas de prise impressionnante mais juste des coups et des actions efficaces. Et les deux adversaires finissent par échanger des droites et des coups devant de belles réactions de la part de Berlin. Après ça, Orton enchaîne et il couche son adversaire avec son DDT habituel avant de préparer son RKO. Mais Gunther réussit à le contrer et lui envoie une German suplex pour enfin se relancer. Le ring général enchaîne et il envoie son dropkick et son splash, mais il ne gagne pas pour autant le combat, et il finit par tenter une powerbomb, mais il n'arrive pas à soulever Randy Orton à cause de son bras blessé. Encore une fois, c'est parfaitement logique, c'est très bien raconté et ça met Orton en avant comme un vétéran qui se débrouille très bien contre un Gunther surpuissant, mais vous allez voir, j'ai encore d'autres choses à dire. Gunther tente une fois de plus sa powerbomb, mais il n'arrive toujours pas à soulever son challenger, et après 3 tentatives, la prise finit enfin par passer, mais elle n'obtient encore qu'un compte de 2 dans un moment très stylé. Pour continuer sur cette lancée, Orton contre une nouvelle powerbomb et il réussit à placer un RKO de nulle part, dont par miracle Gunther réussit à se dégager grâce à la préparation de sa nuque, dans un moment que j'ai absolument adoré. Après ça, la vipère va décider de partir à l'extérieur pour continuer sa domination, et tout ça, ça nous mène aux quelques dernières minutes du match. Bon, en fait, à ce moment-là, l'arbitre a bien compris que ça servait à rien de compter, on n'avait pas envie de voir une victoire par décompte à l'extérieur, et donc Randy Orton peut dérouler en écrasant Gunther sur l'escalier puis sur la table des commentateurs allemands, avant de poser pour les fans et de continuer le combat. Orton est à bout de force et il va alors traîner son adversaire dans le ring, mais le champion qui a énormément subi reste quand même dans le match puisqu'il contre un dernier RKO avant de se jeter sur son adversaire pour le coincer dans une prise du sommeil. La vipère va tenter tant bien que mal de s'en sortir, il fait rouler son adversaire et l'écrase dans le coin mais le ring général ne lâche pas. Et même quand il réussit à s'en défaire, Gunther revient à la charge et enchaîne les coups de coude pour affaiblir son adversaire et replacer sa prise, qui finit après de longues minutes par avoir raison de Randy Orton, puisque la vipère finit par perdre connaissance, et Gunther conserve alors son titre de champion. Et là, j'ai un certain nombre de choses à dire. Ce match n'était objectivement pas mauvais. Tout était parfaitement logique, le travail sur le bras de Orton qui montre son côté vétéran, les quelques petits coups bas avec un doigt dans l'œil en milieu de match, le fait qu'il domine le champion pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il peut vraiment se diriger vers son 15e titre, les difficultés de Gunther liées à sa douleur au bras et le fait qu'il ne lâche rien à la fin pour vaincre Orton, tout ça c'est cohérent, logique et même plutôt cool. Sauf qu'en fait, je pense qu'à titre personnel, je suis juste pas fan de ce type de catch. Et en soi, c'est pas grave, personne n'a raison. C'est presque bizarre à dire, mais un bon match, il peut être apprécié ou pas par les fans en fonction de ce qu'ils préfèrent. Là, en l'occurrence, je sais reconnaître ce qui est bien, dans le sens où c'est logique, c'est bien construit et ça raconte très bien ce que ça doit raconter, mais comme je suis pas hyper réceptif à ce type de catch, forcément, j'ai pas beaucoup aimé. Le rythme lent m'a sorti du match par instant, et même si en le regardant une seconde fois, j'ai quand même passé un meilleur moment, je pense qu'en fait, je suis juste pas fan du catch qui est, entre guillemets, trop ancré dans le réel. Parce que ce match, c'était juste un pur combat. Il n'était pas question de faire des prises impressionnantes, personne ne perdait son souffle à essayer de régaler les fans. C'était juste 2 buffles qui veulent régler leur compte et montrer qui est le meilleur, et si ça plaît à beaucoup, malheureusement, ça me plaît pas à moi.
Du coup, pour moi, c'est un petit peu dommage de finir le show sur cette note et surtout sur cette défaite par juste perte de conscience de Randy Orton, parce que franchement, le reste de la soirée était très sympa et j'ai passé un très bon show, mais je pense que selon le type de catch qu'on apprécie, on peut avoir vécu Bash in Berlin de manière très différente. Et c'est pour ça que pour moi, ce show aurait pu être parfait. En fait, les matchs sont tellement différents que forcément certains n'auront pas aimé le main event, d'autres l'auront adoré, certains auront préféré le match pour le titre indisputé, d'autres l'inverse, et au final, le catch c'est aussi ça. Il faut accepter que certains aient des préférences dans le style de combat et d'histoire, et il en faut toujours pour tout le monde. Du coup, pour moi, à ce niveau-là, Bash in Berlin était à la hauteur, puisqu'on a eu beaucoup de choses différentes et intéressantes, qui en plus ont régalé le public berlinois, qui était aussi très fort, même si, une fois de plus, je le préciserai à chaque fois, ils étaient toujours pas à la hauteur de la France, mais bon, c'est pas la question. Et même si je reconnais que la WWE a encore ce gros problème de ne pas construire les shows mineurs de manière à créer des gros moments, j'ai quand même passé une plutôt bonne soirée. Voilà, du coup, avec tout ça, j'attends de vous lire dans les commentaires pour voir ce que vous, personnellement, vous avez pensé de ce show. Est-ce que c'était plutôt une réussite ou un échec? Est-ce que vous avez aimé ce style de catch en main event ou est-ce que vous avez préféré par exemple l'opener? Et j'attends aussi de voir les quelques-uns habituels qui vont me dire que c'est le pire show de l'histoire parce qu'on n'a pas eu de surprise. Changez pas, on vous adore. Allez, sur ce, moi je vous attends sur tous mes autres réseaux tout au long de la semaine. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.